Et en tout cas, voilà, la vie nous propose des choses et c'est à nous de les saisir, quoi. Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode du podcast Libre et photographe. Je suis Régis Moscardini et une fois par semaine, j'interviewe un ou une photographe qui fait de son expertise photo un moyen de gagner de l'argent. Que ce soit dans une optique réellement professionnelle, dans le cadre d'une reconversion par exemple, ou juste pour, dans un premier temps, se payer son matos, arrondir ses fins de mois. Alors je lui pose à ce ou cette photographe bien des questions pour que vous puissiez prendre de son expérience, vous en inspirer et j'espère réaliser votre projet à votre tour. Cette semaine, j'accueille la photographe Marie Harry. Alors Marie est actuellement prof des écoles et directrice d'école primaire en Seine-Saint-Denis, dans le fameux 93, le 9-3, ce département qu'elle aime beaucoup et qui l'a réellement influencé dans sa pratique photo. La photographie a toujours fait partie de sa vie, elle l'a toujours accompagnée dans son quotidien, elle a fait des mariages, des séances de portraits, des reportages aussi, mais toujours dans un esprit amateur et puis en fait, depuis quelques mois, bien faire de la photographie son nouveau métier est apparu comme étant une évidence. C'est donc tout ce parcours, ce cheminement que nous avons abordé ensemble. Vous pouvez retrouver directement dans la description de ce podcast les liens du compte Instagram de Marie et de son site internet. Avant de vous laisser écouter l'interview avec Marie, juste vous dire que si vous écoutez le podcast sur Apple Podcast et qu'il vous plaît, vous pouvez mettre une note 5 étoiles de préférence et un commentaire sympa. Même très court, c'est largement suffisant et c'est le meilleur moyen pour soutenir l'émission. Un grand merci. Salut, ça va ? Bah oui, très bien. Tu m'entends ? Je t'entends, il n'y a pas trop d'écho, ça a l'air de fonctionner. Est-ce que c'est vraiment les vacances pour toi, Non. Marie ? C'est pas les vacances, parce que du coup, on va le dire tout de suite, tu es enseignant, tu es un stit, donc c'est pas vraiment les vacances en fait. Bah, je suis même directrice d'école, donc là non, c'est un peu le rush, gérer l'organisation de la semaine prochaine et on verra, en mardi ça ira mieux. D'accord, ok, donc là, encore quelques jours, vraiment, il y a du gros boulot, et puis après, ça va peut-être un petit peu se détendre. Écoute Marie, on va commencer par la première question, traditionnelle mais presque obligatoire. Il vaudrait mieux que tu te présentes pour qu'on sache quand même qui tu es. Alors, je suis enchantée déjà d'être ce soir à cette émission. Je suis très heureuse et un peu stressée. Donc, je suis photographe en Seine-Saint-Denis. C'est où j'habite et où je travaille. Et je suis en reconversion en fait. J'avais une profession et je suis sur le chemin de la reconversion. Donc c'est une étape un peu décisive en ce moment. De nouveaux projets. On en parlera évidemment parce que ça fait partie du processus, peut-être pas de tous les photographes évidemment, mais de certains. Toi, tu es là-dedans, donc c'est un moment important de ta carrière professionnelle. Évidemment qu'on va aborder ce sujet-là. Donc Seine-Saint-Denis, écoute, je suis désolé, ça fait un petit peu cliché, mais Seine-Saint-Denis, tout de suite, on a cette espèce d'image de zone, de banlieue. Pourquoi je t'en parle ? Parce que sur ton site, marieharry.fr ou .com, je sais plus exactement. .com. Il y a un petit logo en bas à droite, parce que je suis allé voir quand même, j'ai préparé un petit peu le truc, et il y a un petit logo qui signifie que tu as l'air d'être attaché à ton département. Est-ce que en gros on y est bien, Seine-Saint-Denis ? Est-ce que ça dépasse finalement les clichés que nous on peut avoir quand on n'y habite pas ? Alors, moi je suis parisienne au départ et j'ai passé le concours dans l'académie de Créteil qui regroupe en fait plusieurs départements. Et j'avais mis en dernier choix le 93, ça m'effrayait d'y arriver, donc j'avais préféré aller même dans le 77 à 1h30 de transport pour ne pas aller dans le 93. Et évidemment, le courrier est arrivé de nomination, j'ai même pas voulu ouvrir l'enveloppe, c'est mon conjoint qui l'a ouverte et quand il me l'a dit, je me suis effondrée en larmes, c'était le cauchemar, quoi. J'avais très très peur de ce département qui est vraiment pointé du doigt par les médias avec l'accentuer la violence, quelque chose qui m'effrayait vraiment. Et puis j'y suis allée. Et puis finalement j'ai rencontré des gens formidables. Je me suis vraiment attachée à ce département qui a quand même des caractéristiques et des difficultés aussi, faut pas se le cacher, mais justement qui en font un département quand même très riche justement, avec beaucoup de créativité, beaucoup de diversité et du coup j'ai postulé effectivement l'année dernière pour être ambassadrice in Seine-Saint-Denis. Donc c'est en fait un label pour toutes les personnes, que ce soit dans leur métier, dans leur pratique artistique, qui œuvrent à valoriser le territoire.
Ok. Est-ce que ça a influencé cet environnement, alors très urbain, mais que tu l'as dit très riche culturellement, est-ce que ça a influencé ta pratique de la photographie? Je pense, oui, que je, les rencontres que j'ai pu faire, les gens que j'ai rencontrés m'ont ouvert l'esprit, je pense, que j'ai pu rencontrer des gens avec qui j'aurais jamais échangé et qui m'ont enrichi, et du coup ça m'a enrichi moi-même, et forcément, je pense, la pratique de la photographie, et ça m'a même amené à projeter un projet sur voilà, le vrai visage de la Seine-Saint-Denis. Ça, c'est un projet qui me tient à cœur, et que ça fait 2 ans que j'y pense, et là je vais le lancer sérieusement. C'est de faire des portraits de familles qui vivent en Seine-Saint-Denis, en m'appuyant sur des statistiques des statistiques des études sociales, etc. De l'INSEE, quoi. Ouais. Voilà, entre autres, ouais. Et puis de coller clairement à ces études et de montrer finalement que ça ressemble peut-être pas forcément à un visage qu'on attend finalement, voilà, de ces familles clichés, toujours d'origine étrangère, toujours avec plein d'enfants. Bah en fait non, la Seine-Saint-Denis c'est pas ça. La Seine-Saint-Denis c'est des familles monoparentales. C'est des gens, c'est tout, quoi. Enfin, il y a tout, quoi. Et c'est ça qui est chouette. Donc finalement, c'est un petit peu, quelque part, pour les futurs instituts qui vont arriver en Seine-Saint-Denis, démystifier un petit peu le truc et éviter que d'autres maris arrivent, justement, et ne veulent pas venir en Seine-Saint-Denis, des espèces de clichés qu'elles ont en tête, ou qu'ils ont en tête, et on doit démystifier l'espèce de légende urbaine qui se passe là-bas, quoi. Et la photographie pour ça en fait est géniale en fait. On se rend compte que il y a plein de moyens d'y arriver. Hein. Ça peut être la musique, les chansons. Il y a des rappeurs qui doivent faire ça, j'imagine. Des artistes, des sculpteurs peut-être, des peintres. Et la photographie est aussi un moyen de montrer à toutes les personnes qui n'y vivent pas, qui ne sont pas au cœur du truc, que c'est pas ça. Tout à fait. Ouais. Je pense qu'il y a un vrai rôle social aussi à jouer à ce niveau-là. Ouais. Ça veut dire qu'il y aura forcément une exposition. C'est pas juste prendre des photographies, c'est aussi derrière les publier, faire en sorte que le plus de monde puisse les voir. Tu sais à peu près comment tu vas faire pour ça? Alors moi, j'aimerais une exposition en Seine-Saint-Denis. Alors, j'ai pas encore de lieu ni rien, mais c'est vrai qu'avec le fait d'être estampillé ambassadeur in Seine-Saint-Denis, ça fait, voilà, je fais partie d'un réseau, donc très très diversifié d'ailleurs. Enfin, il y a toutes sortes de métiers et d'art, c'est ce que je disais, de création artistique, voilà, aussi bien des brasseurs que des éditeurs, que des photographes, que voilà, il y a tout existe. Et du coup, voilà, moi j'ai envie de faire une expo, et pourquoi pas aussi l'édition d'un livre illustré, ouais. J'aimerais aussi, en fait, j'aimerais qu'il y ait des interviews des gens, excusez-moi, je bouge, des interviews de personnes que je vais photographier, et qu'on puisse publier des extraits, voilà, de ce qu'ils ont à dire aussi, pas que les photos, aussi des témoignages. On va revenir en arrière, si tu veux bien, Marie. Quand, je sais pas, à quel âge, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur dans ta vie qui fait que, tiens, hop, la photographie est là, ou c'est quelque chose d'assez linéaire quelque part? Alors, j'y ai réfléchi, là. Je me suis repenchée sur la question il y a quelques mois, et je pense qu'il y a toujours eu la photographie. Je me souviens, enfant, on m'a toujours offert des petits appareils photo, alors gadgets pour les enfants, puis ados un peu mieux, etc. Et puis, j'ai eu ma fille aînée. Et puis, évidemment, quand on a son enfant, surtout le premier, alors on voulait le prendre en photo, moi, tous les matins. Alors, on nous offre 1000 tenues pour un enfant de 6 mois, donc on n'aura jamais le temps de tout mettre. Donc chaque jour, je faisais la photo dans une robe différente, dans une tenue différente. Pour après envoyer à ceux qui l'avaient offert, par exemple? Même pas. Je crois que j'en ai rien fait, mais c'était important. C'était important pour moi de faire ces photos. Mais elles étaient d'une qualité tellement médiocre que finalement, j'en ai rien fait. Et je pense que c'est à partir de ce jour-là où je me suis dit, bah tiens, on va investir dans un appareil photo. Et puis en 2007, j'ai acheté mon premier réflexe. Ah, comme moi, pareil, excellent. Alors quoi comme réflexe d'ailleurs? T'as commencé avec quoi? Le Nikon D50. Ok, très bien, avec un objectif, j'imagine le kit de base, voilà, le 18-55 qui fait qu'on commence avec et qu'on se rend vite compte que c'est pas formidable. Voilà, c'est ça. Et puis on en achète un autre, et puis après un autre, et puis un autre appareil, et puis c'est un engrenage. Donc tu as commencé
avec ta fille, il y a beaucoup de personnes, et particulièrement des femmes, ça paraît peut-être plutôt logique, je pense d'ailleurs. Moi, je sais que la photographie, je l'ai pas commencé parce que ma fille est née, j'avais commencé avant, mais j'ai quand même eu l'occasion de rencontrer, de discuter avec pas mal de femmes, et souvent, j'ai remarqué que leur départ vraiment plutôt sérieux, on va dire, dans la photographie, était lié à la naissance de leur premier enfant. Est-ce que tu pourrais, je sais pas si c'est facile de répondre à cette question, mais peut-être mettre des mots sur cette envie d'immortaliser ces moments-là avec ton enfant, ton premier enfant? Alors, je sais pas trop quoi dire parce que justement, c'est avec le recul là que je viens de m'en rendre compte. En fait, quand j'ai fait tout ce travail sur moi depuis quelques mois là, de savoir dans quelle direction j'allais aller, et c'est en revenant en arrière que je me suis aperçue qu'effectivement, il y avait ce déclencheur entre guillemets, mais qu'il y avait toujours eu des photos et que voilà. Mais il y a un moment, on a envie d'avoir le level up, quoi. Que finalement, ces photos, c'est bien de faire des photos, mais finalement de meilleure qualité, c'est encore mieux. Et puis si l'on peut, voilà. Et puis après, il y a un âge aussi où financièrement, on est installé, on a un peu plus de sous. Enfin, c'est un investissement aussi. La photographie, il faut pas se cacher non plus. Et donc il y a plusieurs choses qui se rencontrent. Et je pense que voilà, c'était un des événements déclencheurs, je pense. Tu vois, c'est cette question-là que je t'ai posée, je peux me la poser aussi à moi-même. Qu'est-ce qui fait que moi, quand je suis dans la nature à observer les animaux sauvages, ou je sais pas moi, ou un coucher de soleil, ou une belle cascade, qu'est-ce qui fait que nous, tous les photographes, et quel qu'il soit finalement, peu importe le domaine, on ait envie d'immortaliser ça, tu vois, on pourrait très bien juste être en spectateur et profiter de ce fameux instant présent dont on entend vraiment beaucoup parler depuis d'ailleurs un certain temps maintenant, mais qu'est-ce qui fait que les photographes et cette envie de déclencher et d'avoir alors il y a le souvenir bien sûr de montrer aux autres, le partage je pense, mais au-delà du partage, moi je me rends compte que quand je photographie pas un truc qui est intéressant, je suis frustré. Tu vois, il me manque quelque chose. Est-ce que tu ressens ça toi également, cette espèce de frustration de ne pas avoir ton appareil avec toi quand c'est chouette? Ah oui, plein de fois où on se dit oh là j'aurais pris ça en photo. En fait, je vais passer un peu pour une barjo, mais en fait j'ai l'impression que je vois des trucs. Il y a des choses qui me sautent aux yeux, des détails, des lumières, des choses comme ça, et voilà, moi je les vois et j'ai envie de les montrer en fait, et du coup je me dis l'appareil photo c'est le meilleur outil pour montrer ça, quoi. Bon, si t'es barjo, je te rassure, je pense que tous les photographes du monde sont barjo à mon avis, parce que on a tout ça en fait. Effectivement, on voit un truc et l'appareil est pas là, ou s'il est là, on veut le photographier. Et donc voilà, mais c'est une vraie question. Qu'est-ce qui fait que on a envie de le faire? Tu as dit un truc intéressant aussi. Je voudrais peut-être un petit peu creuser parce que voilà, c'est avoir son sentiment là-dessus. Tu as dit, je me suis vite rendu compte que la qualité était pas là. En fait, ça, ce qui te paraît naturel à toi et naturel à moi et naturel à tous les photographes qui nous écoutent, ce côté, c'est pas assez qualitatif, on s'en rend vite compte, mais il y a plein de gens qui le voient pas forcément. Est-ce que tu saurais dire qu'est-ce qui fait que tu as eu cette sensibilité et que tu l'as encore forcément, cette sensibilité artistique, esthétique de la photographie qui vaut pas le coup, tu vois ça vient de quoi en fait, ça? Alors moi je pense que c'est génétique déjà. Je pense qu'il y a dans la famille, voilà, ça se transmet de génération en génération. Il y a une fibre artistique, alors elle s'exprime de différentes façons. Mais il y a beaucoup d'artistes, de dessinateurs, de graveurs, etc. Voilà. Donc je pense qu'il y a déjà un souci de l'esthétique que voilà, à travers le quotidien sûrement, parce que on n'a pas plus insisté que ça, mais je pense qu'il y a ce souci-là qui se transmet de génération en génération, et on a déjà un penchant pour gamin, pour le dessin, etc. Et après, moi, j'ai trouvé l'appareil photo qui me permet d'obtenir un peu ce que je veux, mais ça aurait pu être un autre média en fait. Enfin, voilà, je sais pas, un autre média. Ouais. Tu t'es découvert plutôt un don dans tel ou tel domaine. Si je vois sur ton site par exemple, tu vois, tu fais du mariage, du portrait et aussi du reportage. Qu'est-ce qui fait que tu t'es plutôt orienté là-dedans et pas, je sais pas, je dis peut-être des bêtises, mais dans la photographie astro, dans l'urbain, dans l'urbex peut-être, ou dans l'animalier, tu vois, qu'est-ce qui fait que tu allais sur des choses plus, ce qu'on pourrait appeler la photographie sociale? Alors, au départ, moi, je suis femme d'un pianiste, donc il y a beaucoup de photos de concerts aussi. Il y a beaucoup de photos pratiques. Enfin, voilà, on a besoin de photos, on les fait. Donc, on a fait beaucoup de photos de concerts. J'ai fait des photos de lui aussi. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé aussi des shootings individuels. Donc là, je te coupe, pardon, Marie, mais
C'est quand même une belle école aussi, hein. Photographier en concert, faut être discret, donc pas de bruit, conditions lumineuses compliquées. Là, on voit vite les limites de l'appareil. Une petite parenthèse là-dessus. Qu'est-ce que tu as appris justement, toi, en termes de compétences photo dans cette thématique-là? J'apprends aussi à faire ma place en fait. C'est difficile dans un concert de pouvoir aller au plus près du musicien sans déranger, sans gêner le public, sans gêner les musiciens. D'être présente mais discrète à la fois, ça c'est compliqué. C'est marrant parce que d'emblée, j'attendais une réponse et je trouve que c'est super que tu fasses celle-ci, mais j'attendais une réponse sur le côté technique, ouverture, sensibilité, machin, tout ça, type d'objectif, tu vois, très lumineux. Et en fait, non, tu as tout de suite parlé là c'est clairement l'expérience qui parle, tu as parlé du positionnement, et d'ailleurs, je pense que dans tous les domaines photo, c'est d'abord le spot, qui est super important finalement, hein. Je parle pour mon truc qui est l'animalier, bien sûr que le spot est super important, et là finalement on rejoint la même chose, c'est être au bon endroit au bon moment sans déranger. On retrouve encore une fois cette notion de tu te fais petit sans déranger. Je voyais pas ça comme ça, mais effectivement ça paraît tout à fait logique en fait. Après sur la lumière, le problème c'est que on peut rarement jouer, on arrive avec le matériel qu'on a et les éclairages sont ce qu'ils sont, hein, parce qu'il faut voir des fois les salles de concert ce qu'ils proposent comme éclairage. Donc on est quand même très dépendant de la salle, on arrive, tout est en place. On n'organise pas les lumières en fonction du photographe, hein, dans les concerts comme ça. En gros, si je comprends bien, les places sont chères, mais au sens de, il faut se faire sa place, et s'il y a plusieurs photographes, il faut jouer des coudes, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut en tout cas s'imposer. Est-ce qu'il n'y a pas de risque que toutes les photographies soient un peu les mêmes, tu vois, parce que finalement, tu peux pas te mettre partout sur la scène. Comment tu fais, et on peut aussi l'extrapoler pour d'autres photographies, hein, comment tu fais pour faire des choses originales alors que t'as pas trop de latitude dans le placement, dans le positionnement? Je pense à la photographie sportive où en gros c'est pareil, hein, t'es sur le bord d'un terrain, t'as pas 12 millions d'endroits pour photographier, et il faut malgré tout être original. Comment toi tu faisais pour avoir ce côté un peu inédit finalement? Alors moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est les expressions, c'est-à-dire les échanges de regards, la tête du musicien qui à un moment va être concentré, va lever la tête, ou au contraire va se refermer sur lui-même. Moi, c'est des choses comme ça qui m'intéressent. Est-ce que le fait d'être pratiquante de l'activité que tu photographies, comme par exemple les photographes équins ou équestres, je crois qu'on peut dire les deux, être pratiquant de l'activité qu'on photographie, est-ce que ça aide? Est-ce que toi ça t'aide de savoir que d'être pianiste d'abord et avant tout? Oui, après au niveau de la photo, oui déjà, parce qu'effectivement, je suis une pianiste à la maison, je sais aussi à quoi m'attendre, je sais un peu ce qui va se passer, voilà. Je peux anticiper. Après, en tant que pianiste, ancienne pianiste moi-même, oui, je peux un peu aussi me projeter, savoir un peu ce qui va se passer, à quel moment, va y avoir un petit regard, quelque chose. Oui, sûrement que ça facilite la photo. Je pense mais on est tous pareils, on a cette espèce d'humilité. Il y a des choses qu'on maîtrise tellement, on se rend plus compte qu'on sait les faire, et on se dit presque que tout le monde sait faire. Mais je suis certain que ce que tu fais naturellement, à savoir anticiper le moment où le pianiste va peut-être lever la main, marquer un temps de pause, ou rentrer dans l'émotion, et que toi tu l'as anticipé, c'est quelque chose que moi je ne saurais pas faire, tu vois. Mais ça c'est clairement de la préparation. Et donc tout à l'heure tu as parlé du spot photo, être au bon endroit au bon moment, mais la préparation est aussi un facteur super important d'une photographie réussie. Alors bien sûr qu'on peut faire des photos magnifiques sur l'instant, le côté imprévu totalement, et voilà, et c'est là, et en photographie ça donne quelque chose d'incroyable, mais très souvent quand même, le fait d'avoir préparé à l'avance, notamment, je sais pas, là on parle de photographie de pianiste, de musicien, peut-être même d'aller jusqu'à connaître le morceau, tu vois, ou un chanteur, tu sais que le refrain est là, tu sais que si tu l'as suivi auparavant, tu sais qu'il va pousser la voix à ce moment-là. Donc le fait d'anticiper, et dans tous les domaines photo, ça marche forcément. Ça permet, je trouve, d'être plus détendu. Je sais pas si tu as pu aussi l'expérimenter, d'être plus serein sur ta pratique photo, de savoir ce qui va se passer. Oui, c'est sûr, oui, ça rassure effectivement. La préparation est quand même décisive, effectivement. Ouais. Si on veut si on a l'envie d'obtenir quelque chose de précis, c'est ça. Des fois, effectivement, on tombe par hasard sur une scène et hop, on capte l'instant, c'est formidable. Mais quand
on a envie de quelque chose et là c'est difficile. Voilà, donc il faut choisir le bon matériel, il faut l'adapter, faire ses réglages, il faut préparer la lumière, il faut positionner la personne. Enfin, voilà, c'est pour des shootings par exemple de particuliers, des shootings de famille, de couple, etc. Là, il faut vraiment penser en amont beaucoup de paramètres pour obtenir ce qu'on veut. Tiens, allez, question d'actualité, un peu pas forcément la plus enjouée. Bon bah là c'est encore un nouveau confinement, le Covid est toujours là. La saison de mariage, je sais pas, j'ai lu un article sur Le Monde ou en tout cas un titre qui disait que les professionnels du mariage, il y a plus de 50 000 personnes en France qui bossent autour du mariage. Alors ça peut être bien sûr des photographes, mais je sais pas, des wedding planners, des animations, enfin tu vois, ce genre de choses là, des cuisiniers aussi certainement. Comment tu as accueilli cette nouvelle là du confinement en tant qu'entrepreneur, en fait, vraiment dans cette peau là entrepreneuse, comment toi tu as accueilli ça? Bah, c'est sûr que c'est un questionnement parce que alors pour l'instant moi je ne vis pas de la photographie, mais en me projetant justement dans un avenir où la photographie serait mon revenu unique, c'est questionnant parce que voilà, il va falloir diversifier. Voilà, moi ma solution c'est de me dire il va falloir diversifier au maximum les activités photo pour justement ne pas être bloqué comme ça dans une situation qui est complètement indépendante de nous. C'est super important ce que tu viens de dire, c'est évidemment se diversifier, et j'ajouterais même une couche supplémentaire, c'est se diversifier. C'est pas aller sur un deuxième terrain qui pourrait poser les mêmes problèmes si le confinement continue, ou si typiquement la photographie où tu dois te déplacer, où il y a des rencontres, où il y a des événements, clairement tu vas rencontrer les mêmes problèmes, donc ça va pas solutionner ton problème de départ. Donc faire attention à ça, ce qui paraît évident, mais c'est quand même mieux de le dire, je trouve. Typiquement le numérique, la digitalisation des compétences photo est un des moyens de se soustraire de cette contrainte finalement là des contraintes sanitaires, mais ça peut être aussi d'autres contraintes aussi quand même. Toi, comment tu es rentré dans ce monde-là? Est-ce que tu peux nous raconter ton premier mariage par exemple? Oh là, alors c'est en 2008 mon premier mariage. Donc ça veut dire un an après avoir, on va dire, commencé sérieusement, donc assez tôt après avoir commencé la photographie. Tout à fait. Donc c'est ma meilleure amie qui se mariait, qui m'a demandé d'être témoin, qui m'a demandé de faire les photos de mariage. C'était trop pour moi. Et puis finalement, je l'ai fait. Donc tu as fait et photographe et témoin, donc ça c'est quand même la double casquette. Témoin, c'est quand même chaud, franchement. Donc tu as fait la photographe de mariage, ça s'est passé comment? Est-ce que ça a été l'expérience, t'en retires quoi maintenant au bout après 12-13 ans de passer de photographe? Alors je me dis que j'ai eu énormément de chance parce qu'au niveau préparation, il n'y avait rien du tout. Et qu'on a eu une tempête de neige, c'était en Auvergne, il a neigé pendant 4 jours avant, etc. Et le jour du mariage, la neige commençait à fondre et le soleil s'est levé et on a eu des magnifiques photos en extérieur parce que finalement il faisait 12-15 degrés d'un coup, avec la neige qui fond, le soleil, ciel bleu, enfin magnifique. Donc gros coup de chance. Mais aussi, la révélation que je suis capable de le faire, que c'était un vrai challenge à relever et que c'était vraiment un moment important pour les mariés où on peut pas se louper et que la mission était accomplie. Grosse victoire personnelle aussi. Donc la victoire, le sentiment du devoir accompli aussi fort que le stress d'avant et la pression d'avant, mais ça c'est quelque chose qui est hyper important. Ce que tu viens de dire, et on peut encore une fois l'extrapoler à plein de thématiques d'entrepreneurs photographes, c'est de se lancer, de voir. De toute façon, on ne saura jamais tant qu'on l'aura pas fait. Et c'est valable pour tout, vraiment pour tout. Donc tenter le coup, tu l'as tenté, ça a été une victoire pour toi. Et derrière, tu as enchaîné finalement les trucs donc voilà, premier mariage, et tu as commencé, j'imagine, à te faire rémunérer pour ça, assez rapidement d'ailleurs, je pense, non? Je sais plus en fait, j'en ai fait 6-7, je pense, depuis. Et c'est du bouche à oreille en fait, des gens de mon entourage, j'entendais parler de mariage, je me disais mais toi tu fais pas des photos? Oui, bon si, ouais, pourquoi pas, etc. Et donc c'est par connaissance essentiellement au début. Et oui, et puis c'est sûr que là, moi j'habite en région parisienne, donc les tarifs des photographes professionnels, alors que j'étais amateur, effectivement, sont pas accessibles à tout le monde. C'est vraiment cher dans la région. Donc du coup, moi qui étais amatrice, j'avais des tarifs vraiment inférieurs et la qualité au rendez-vous.
Oui, aussi, quand même. Non, mais alors ça, écoute, je sais pas voilà, tu vas être à l'aise avec ça, mais c'est un vrai débat, ça d'ailleurs, dans le milieu de la photographie, d'ailleurs plutôt de mariage, mais aussi peut-être ailleurs, hein, également dans les reportages peut-être. C'est cette espèce de concurrence qu'il y a bien sûr entre les photographes pros. Alors pros au sens où c'est pas parce qu'ils font des plus belles photos qu'ils sont pros, c'est juste parce que c'est leur activité principale. Et donc quoi, toi du coup. Et quand je dis toi, c'est tous ceux qui sont dans le même cas, n'ont pas cette contrainte finalement financière, en tout cas beaucoup moins. Est-ce que tu as eu, je sais pas, des critiques justement de photographes, tu vois, pros qui ont crié un petit peu, tu vois, bah voilà, la concurrence déloyale. Tu as vécu ça? Comment tu as géré ça? Non, j'ai pas du tout vécu ça parce qu'en fait, les personnes qui m'ont contacté n'avaient pas du tout l'intention de mettre un budget dans la photo. Donc, du coup, j'étais en concurrence avec personne. C'était soit moi, soit personne, en fait. Donc non, il n'y avait pas vraiment. J'ai pas été confrontée à ça. Bah, c'est super de clarifier les choses, je trouve. Et effectivement, oui, et on se rend compte que tiens, d'ailleurs, il y a vraiment un vrai travail d'éducation à faire, toi qui te destine à te professionnaliser vraiment assez rapidement et à en faire ton métier. Le marketing, finalement, il est aussi là pour éduquer les gens à qui on veut vendre nos choses, tu vois. Et tu m'as dit là à l'instant qu'il y a des mariés qui n'auraient pas payé un photographe pro pour faire leur session de mariage. Comment tu expliques que ces gens-là ils ressentaient pas ce besoin de faire appel à un photographe pro pour leur session de mariage? Comment toi tu l'expliques ça? Bah, je pense que déjà, c'est à l'époque à laquelle on vit, il y a beaucoup de personnes qui jouent au photographe, qui Ouais. se permettent de faire des photos avec les outils qu'ils ont, des téléphones hyper performants. Il y a du résultat. Ils se rendent pas forcément compte de ce que c'est d'avoir un vrai photographe qui passe la journée avec eux, qui sait les mettre en valeur, qui sait les mettre en confiance, qui va savoir cadrer, voilà, c'est des choses qui pour eux sont pas forcément nécessaires. Là, c'est un plus parce que finalement ils connaissent quelqu'un qui à petit budget le fait. Mais après, quand ils voient le résultat, ils sont épatés de voir, ils sont étonnés vraiment du résultat, quoi. Ils s'attendent pas à ça parce que ils ont l'habitude de faire leurs photos eux-mêmes, quoi. Et là, on touche un problème super important. Enfin, c'est pas un problème, c'est un fait. Que du coup, il y a beaucoup d'éducation à faire. Moi, j'aime bien ce mot-là. Éduquer, alors c'est prospect, hein, ces personnes, son client idéal quelque part. Il y a aussi un travail de défrichage sur certains, voilà, des couples. Alors après, bien sûr, c'est le travail justement en amont du marketing, le travail du photographe qui veut se faire connaître, qui va créer du contenu pour quelque part prouver en fait, oui, que faire appel à un photographe. Alors peut-être que ces gens-là ne feront pas appel au photographe qui a fait ce travail en amont d'éducation, peut-être à d'autres, mais quelque part je trouve que c'est vertueux parce que voilà, c'est rendre service. Et si tout le monde joue le jeu, hein, si tous les photographes vont sur ce terrain du marketing bienveillant, où l'idée c'est d'abord d'apporter du contenu pour sensibiliser les gens, pour expliquer que ce que tu viens de me dire très très bien, et même mieux que moi, que on va vous mettre en confiance, que ce sera bien, vous aurez des souvenirs à vie, des souvenirs incroyables, et c'est pas parce que le fameux tonton René qui fait quelques photos fera des photos que ce sera justement très beau, et au contraire d'ailleurs. Tiens, un peu, est-ce que tu as aussi eu ce cliché toi là justement de ceux qui se disent photographes et qui viennent te voir, moi je ferais pas comme ça, machin, tout ça. Est-ce que tu as eu aussi ça finalement? J'avais fait une exposition, j'ai fait 2 expositions aux portes ouvertes de ma ville quand j'habitais à Romainville. Et j'ai eu l'honneur d'avoir le photographe de la ville qui est passé voir mon exposition et qui s'est pas privé de faire des commentaires. Alors là, c'était exceptionnel. C'est exceptionnel. Ah ouais, mais elles sont claires, vos photos, c'est un peu surexposé. Ouais, j'aime ça, ouais, c'est mon style en fait. Merci d'être venu. Tu fais tes photographies de mariage, et là, à partir de quand tu te dis, allez, ça me plairait d'en faire mon métier, et surtout, qu'est-ce qui fait que ça te ferait envie en fait? Parce que, je veux dire, encore une fois, hein, on peut très bien être heureux dans son métier d'un style ou un autre métier, et puis ne pas être poussé par quelque chose d'un peu d'inconnu, tu vois, et pour aller sur la photographie professionnelle. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as eu cette envie un peu entrepreneuriale? Alors c'est très marrant parce que justement, je l'avais pas du tout. Donc ça fait maintenant, donc depuis 2007, donc ça fait 14 ans que je fais de la photo.
je commence à avoir un peu de matériel parce que du coup, avec tous mes événements, mariage, etc., à chaque fois, je m'investis dans du matériel photographique. Donc, je commence à avoir plein de choses, un studio photo, des appareils photo, des objectifs, etc. Et puis, l'année dernière, au niveau du boulot, je sais pas, je me sens plus en phase avec... voilà, moi, je suis quelqu'un qui... Voilà, je suis à 200%, donc je suis d'ailleurs toujours directrice à 200%. Mais je sentais que voilà, je rencontrais des difficultés récurrentes et voilà, que j'assumais plus, je voulais autre chose, etc. Et donc je demande à rentrer les ressources humaines à l'éducation nationale. Donc je rencontre quelqu'un qui me dit que mon avenir est à l'éducation nationale, que c'est formidable, que j'ai plein de choses à faire à l'éducation nationale. Juste, est-ce qu'il t'a écouté? Est-ce qu'il t'a vraiment écouté pour te dire ça en fait? Non. Non, bien sûr que non. Mais non, mais c'est ça. Non, c'est quand même. Enfin, pardon. C'est pas bien de critiquer comme ça sans rien savoir de ce qui s'est passé. Je sais rien de ce qui s'est passé, mais a priori, s'il te dit que ton avenir là-dedans, c'est qu'il t'a pas beaucoup écouté. Il t'a peut-être d'ailleurs même pas questionné en fait. Ah ben lui, de toute façon, il faut qu'il garde ses ouailles. Hein. Il n'a pas le choix. Hein. Tout le monde s'en va du 93, donc il faut absolument que tout le monde reste. Donc il est obligé de. Voilà, il nous propose des métiers dans l'éducation nationale. Alors que le but c'était de quitter l'éducation nationale. Enfin bref. Du coup, je sors dépitée de cet entretien, mais je lâche pas l'affaire. Je me dis, j'ai d'autres ressources humaines, un autre bureau, je vais appeler, etc. Et puis là, au bout de 2 minutes, la nana me dit, faites un bilan de compétences. Je dis, celui que j'ai vu là le mois dernier, il m'a dit que c'était pas possible, il fallait un projet pour faire un bilan de compétences. Il me dit, non, mais moi, je vous assure, vous aurez votre bilan de compétences. Donc, je débute le bilan de compétences en mars 2020. Bon timing. Ouais, donc j'ai le premier rendez-vous le lendemain de l'annonce des écoles qui ferment, voilà, le vendredi, j'ai mon premier rendez-vous bilan de compétences. À peu près la deuxième question de l'entretien, ils me disent vous voulez pas faire de la photo? Ah non, moi non, c'est un loisir la photo, j'ai pas du tout envie de faire de la photo. Tu dis ça, hein? Là c'est pas un poisson d'avril, tu le dis vraiment sérieusement quoi. Voilà, en mars 2020, là, je dis mais pas du tout, non, j'aime beaucoup, mais alors que j'ai 1000 matos chez moi, que j'en fais tout le temps, mais non, c'est un loisir. Ok, bon, on va chercher ce que vous allez faire, etc. On continue à être en lien. Bon, effectivement, comme c'était Covid, donc on était par ordinateur interposé, c'est un peu compliqué, mais bon. J'ai du mal à avancer. En plus, je dois reprendre l'école dans des conditions sanitaires compliquées. Enfin, c'était très difficile à gérer. Je me dis, pendant les vacances, j'avancerai sur le bilan de compétences. Ça n'avance pas, je comprends pas, je sais pas dans quelle voie me diriger, etc. Finalement, j'ai une amie qui s'est lancée dans le coaching, qui me propose 3 séances, avec qui je dis, allez, on débrief, on n'a qu'à parler de ça. C'est ce qui m'intéresse et je suis vraiment au point mort. Et au bout de 3 séances, je dis, en fait, c'est pas du tout aux antipodes, l'enseignement et la photo, en fait, parce que je me disais, soit je deviens très très bonne enseignante, soit je deviens très très bon photographe, mais en fait les deux peuvent être de concert en fait. Il n'y a pas l'un qui empêcherait d'être l'autre. Et donc déclic. Et alors là, à ce moment-là, je regarde le sac dans lequel j'avais rangé toutes mes affaires de bilan de compétences pendant 6 mois. Et dessus, il y a un appareil photo dessiné avec, il y a écrit il n'y a pas photo sur le sac du bilan de compétences. Et en fait, ça fait 6 mois que je me demande ce que je vais faire. Et en fait, il y a écrit sur le sac. Et j'avais pas fait le lien. Écoute, ça a pris 6 mois. Il y en a chez qui ça n'apparaît jamais, quoi, tu vois, malheureusement. Et mais ouais, c'est génial. Franchement, ton histoire là, elle est super parce que je trouve que elle illustre parfaitement. Quelque part la démarche assez naturelle, tu vois. Il y a un côté dans ce que tu nous as raconté, très proactif. Parce que tu as pris rendez-vous, parce que tu as fait ce bilan de compétences, parce que tu as fait ces séances de coaching avec ta copine. Donc voilà, ce côté actif où tu sais qu'il y a une espèce de truc qui coince dans l'enseignement. Et ça peut être un autre métier, hein, voilà, je sais extrapoler pour ceux qui nous écoutent aussi, mais il y a un truc qui coince, il y a des indices qui montrent que tu n'es plus trop à ta place et ça matche moins qu'avant. Donc ça, tu es attentif à ça. Alors donc tu es active, et puis il y a aussi un côté vraiment, je trouve, dans ce que tu racontais, très, je fais confiance, tu vois, alors moi j'appelle l'univers, mais on peut dire ce qu'on veut, hein, un truc spirituel, à Dieu si on veut, bref, on s'en fout, à l'ange gardien, on s'en fout, mais en tout cas tu t'es laissé aussi porter, j'ai l'impression, un peu instinctivement quelque part par les événements qui se sont déroulés sur les quelques mois, quoi. En gros, si je résume, est-ce que c'est un petit peu ça finalement?
Bah carrément, ouais, tout à fait. Et c'est vrai que moi je suis un peu dans cet état d'esprit où je me dis que la vie elle nous propose des chemins. Après on les emprunte ou on les emprunte pas, c'est à nous de décider. Mais voilà, on nous fait des propositions. Des fois on loupe, ça se repropose, hein. Voilà. Mais on peut se racheter aussi. Mais en tout cas, voilà, la vie nous propose des choses et c'est à nous de les saisir, quoi. Je trouve que c'est génial, c'est l'état d'esprit moi qui me plaît énormément. Pas parce que je trouve qu'il est bien, c'est parce qu'il est positif et parce que c'est celui, je pense, qui permet d'avancer sans trop se prendre la tête, en étant actif toujours. Hein, ça c'est super important, il faut passer à l'action. Il faut pas juste attendre que la vie nous fasse des signes et puis après ça va aller tout seul. Non, il faut, et bien sûr, passer à l'action, implémenter les choses qu'on apprend, sortir de sa zone de confort, prendre des risques, évidemment. Mais tout ça, le faire avec ta super phrase qui est la vie nous montre des chemins. Ben après, à nous de les voir aussi, hein, d'être focus là-dessus, enfin d'être attentif à ça. Et c'est peut-être pas toujours facile, clairement. Concrètement, toi, comment tu fais finalement? Est-ce que tu te mets, je sais pas, à mi-temps? Est-ce que tu vas t'arrêter tout de suite? Est-ce que tu mets de l'argent de côté? Comment tu anticipes et programmes cette reconversion-là? Alors je suis quelqu'un de très très raisonnable. Je suis fonctionnaire depuis 20 ans quand même, donc c'est un profil directrice. Un peu directrice, etc. Donc non, moi j'aime les choses sûres, j'aime préparer, etc. Donc moi j'ai fait mes démarches auprès des ressources humaines. Maintenant j'ai fait une demande de mi-temps, j'attends de savoir si elle est acceptée. Je me suis inscrite à une formation l'année prochaine à l'EFET Photo à Paris, qui est une école de photo qui propose une formation le mardi toute la journée sur toutes les semaines d'octobre à juin. Sur la photo studio et la post-production derrière. Et juste par rapport à ta formation, tu l'as fait en gros pour quelle raison? Est-ce que c'est pour apprendre plus et être juste plus et être meilleur dans ce que tu fais, tout simplement, être meilleur photographe, ou c'est quelque part pour te décomplexer, tu vois, dans le sens où, allez, j'ai un diplôme, machin, je me sens plus à l'aise peut-être pour aller chercher des clients, pour me faire ma place. Alors, c'est une très bonne question, effectivement. Moi, je pense qu'il y a même 3 raisons. La première, c'est que j'adore apprendre. Donc, quel que soit le domaine, moi, je suis quelqu'un qui prend toutes les formations. Enfin, si je peux apprendre, je suis la plus heureuse. Déjà, c'est mon mode de fonctionnement. Ensuite, j'aime faire les choses correctement. Et donc quand je prends des photos et que j'en prends 15 pour arriver à la photo que je veux, alors que en connaissant mieux mon appareil, j'irai plus vite, ça m'agace. Donc, j'ai envie aussi de savoir comment régler les lumières, comment positionner les personnes, etc. Alors, je le sais maintenant par expérience, mais voilà, d'avoir des choses plus précises, plus concrètes, ça m'intéresse. Et aussi, effectivement, le troisième point, c'est sûr que par rapport à moi et le syndrome de l'imposteur, si souvent cité, effectivement, moi j'ai un manque de confiance en moi, qui a besoin aussi de me rassurer, de me dire, non, t'as appris tout ça, donc t'es forte de ce bagage-là et tu peux mieux le vendre aussi, parce qu'après il y a tout ce qui est rapport au client qui est pas évident, ça c'est un autre problème. Donc là tu vas apprendre des choses, la démarche est top évidemment, hein, tu vas apprendre des choses dans la photographie, techniquement on va dire, artistiquement aussi, culturellement bien sûr, tu vas sur les appareils, sur plein de choses, ça va être forcément très formateur, ça va aussi asseoir tout ce que tu as pu apprendre sur le tas, sur le terrain, tu vas l'asseoir là comme ça sur des choses théoriques, donc c'est hyper puissant en fait comme méthode d'apprentissage, mais juste alors c'est pas un conseil ou pas un conseil, mais ne pas oublier que, et c'est pas moi, il n'y a pas que moi qui le dis, c'est tous ceux qui sont aussi qui sont confrontés à la réalité du terrain de photographe professionnel, c'est que la photographie en elle-même, elle prend finalement assez peu de temps, tu vois, dans la vie du photographe. Il y a tout l'aspect marketing, alors vraiment au sens très global, hein, même commercial, la prospection, la relation client, la vente justement, tout ça, je suis pas certain que tu l'apprennes dans ton école de photographie, donc c'est aussi une partie des compétences que tu dois améliorer, quoi, bien sûr. Tu as justement, tiens, est-ce que tu as aussi anticipé ça quelque part, cet apprentissage vraiment marketing, de la vente? Ouais, justement, c'est marrant parce que je postais le mois dernier, il y a des petits icônes sur le temps estimé des gens, sur le temps que passe le photographe
qu'est-ce qu'il fait de son temps. Donc il y a 40% de voyage, il y a 50% de prise de photos et 10% de démarchage. Et il y a le vrai, c'est versus réalité, où là on dit en fait non, il y a 50% de marketing, il y a 30% de démarchage et il y a 10% de photos, quoi. Donc C'est ça. donc oui, il faut ouais. Donc c'est sûr que ça, il faut que je m'y prépare, et c'est vraiment pas mon fort. Et du coup, je prends des conseils. C'est pour ça que je suis pas mal de photographes. J'ai vu ton Insta, etc. à travers celui de Nicolas Katovic. Et voilà, j'essaye de prendre conseil auprès des grands frères et de voir un peu comment ça se passe. C'est absolument pas inintéressant. Au contraire, je trouve le côté marketing, emprunte beaucoup de notions de psychologie. Et ça permet d'ailleurs, au-delà de l'aspect business, ça permet de se mieux connaître soi. C'est ce que j'avais pas du tout anticipé ça dans toutes mes sessions de formation, dans toutes mes expériences dans le marketing, justement dans la vente. Je me suis rendu compte que ça me permettait moi d'abord de mieux me connaître. Et c'est hyper important, quoi. C'est hyper important. Puis après, tu bascules assez vite sur le dev perso, justement, parce que c'est très lié à tout ça. Voilà, c'est très lié à la photographie, le marketing, la vente, et puis aussi l'état d'esprit, ce qu'on appelle le mindset. Voilà, l'entrepreneur, je sais pas, le mindset entrepreneur, je sais pas comment on peut le dire, mais tout ça c'est très lié. Il y a vraiment des ponts qui se font dans tous les sens. Et donc, ouais, de toute façon, c'est hyper passionnant. Et donc, du coup. Allez, sur le côté préparation financière, pour pas te mettre en difficulté, parce que j'entends bien que si tu provisionnes de l'argent, c'est pas pour te mettre en difficulté une fois que tu vas te lancer. Comment tu t'y prépares justement là-dessus ? Alors nous, on s'est fixé des objectifs à la maison. C'est-à-dire que là, j'ai pris mon mi-temps parce qu'on s'est assuré qu'on allait pouvoir justement assurer les remboursements de maison, etc. Parce qu'on vient de déménager en plus, donc je me suis dit c'est pas la bonne période, mais en fait il y a pas de bonne période, donc finalement c'est pas plus mal. Mais ça, tu viens de dire encore une phrase importante, c'est génial, en fait, il n'y a jamais de bonne période. On se dit toujours, allez, quand j'aurai plus ça, genre quand j'aurai arrêté mon crédit de machin, ou quand j'aurai une autre maison, ou quand j'aurai fait cette pièce, tu vois, des trucs hyper terre à terre. Mais en fait, non, il n'y a jamais de bonne période. Il y a toujours un truc qui fait que on va s'inventer l'excuse qui va dire que c'est pas la bonne période. Donc là, ce que tu as dit, c'est hyper puissant. Donc ouais, financièrement, on s'est mis des deadlines et puis on va essayer de s'y tenir. Donc là, c'est le mi-temps. Après, derrière, soit rester encore un an à mi-temps, soit sinon passer en dispo. Et là, je sais combien je dois toucher par mois pour pouvoir financer la maison, quoi. Donc voilà, on ne va pas à l'aveugle, quoi. Oui, de toute façon, en gros, il y a deux états d'esprit à avoir, il y a deux façons de faire pour des reconversions comme ça professionnelles. Ça dépend beaucoup du caractère, même d'ailleurs essentiellement du caractère. C'est soit tu sais que tu es bon quand tu es au pied du mur, clairement. Ça veut dire qu'en gros, tu te lances et une fois que tu es vraiment acculé et que là, tu n'as plus le choix, il faut que tu te sortes les doigts et qu'il faut que tu vendes et qu'il faut que tu lances des offres et qu'il faut que tu ailles au charbon pour démarcher, parce que tu n'as plus le choix, donc là, tu y vas. Ou alors, ça peut être complètement le contraire, comme toi d'ailleurs, les deux sont tout à fait valables. C'est juste savoir ce que nous on vaut en fait et ce qu'on sait faire, et savoir s'écouter aussi là en tant que personne, c'est super important bien sûr. Ouais. Comment réagissent tes proches, ta famille, tes amis, tes parents, vos parents, parce que là, Xavier, ton mari, est pianiste professionnel, donc il est dans un milieu artistique. Comment réagissent vos proches dans le sens où vous allez avoir deux métiers artistiques, tu vois, donc clairement dans l'esprit des gens, de beaucoup de gens, et de moi il y a pas mal, enfin il y a pas si longtemps que ça, c'est pas très pérenne, quoi, tu vois, en gros artiste, c'est on galère, on gagne pas sa vie, c'est la vie de bohème quelque part qui ressurgit assez vite. Comment tes parents ou je sais pas, ou tes proches réagissent quand tu t'apprêtes à basculer aussi là-dedans? Alors, je pense que ma mère l'apprend ce soir. Peut-être qu'elle écoute. Je pense qu'elle écoute. Voilà, elle sait que je fais un bilan de compétences, elle sait que je vais faire une formation photo, que je prends un temps partiel l'année prochaine, mais je pense pas sûre qu'elle pense que je me jetterai dans le grand bain d'ici 1 ou 2 ans. Voilà. Donc la maman, c'est fait. Sinon, en fait, nous, on est hyper heureux. Voilà. Xavier, que je développe aussi ce côté créatif, voilà, que j'ai toujours eu, même si j'avais un autre métier, quand même, c'était là.
Donc lui, il m'encourage parce qu'en tant qu'auto-entrepreneur, il a bâti sa boîte. Après, il est passé en auto-entrepreneur. Voilà, il connaît le chemin et il est content de me faire partager ça. C'est hyper fort aussi pour un couple de partager cette expérience. Donc ça, c'est chouette. Et puis, pour nos parents, lui, il a fait sa route plutôt très bien. Donc, du coup, je pense pas qu'ils sont inquiets. Et puis, ils nous connaissent. On est des artistes avec la tête sur les épaules. Donc, il y a rien à craindre. Où tu fais confiance, comme tu as dit, à la vie. C'est un peu, alors c'est toujours un peu tarte à la crème ce genre de phrase-là, mais c'est la réalité. Si tu fais confiance aux choses que te montre la vie, que tu sais saisir quelque part la chance, mais c'est juste que la chance, toi, tu l'as provoquée parce que tu es active aussi. Il y a aucune raison que ça fonctionne pas, quoi. Aucune. Mais bon, voilà, il faut faire les choses correctement. Il y a des techniques marketing, il y a des techniques de photographe, il y a de bons photographes bien sûr, il y a le bouche à oreille, il y a plein de paramètres sur lesquels on a de la prise et c'est heureux qu'on ait la main sur plein de paramètres et c'est ce qui fait que l'entrepreneuriat est juste génial parce qu'on maîtrise beaucoup de choses, on a plein de casquettes et on maîtrise beaucoup de choses et on est justement très créatif là-dedans, je trouve ça absolument génial. Mais aussi avoir cette part peut-être la part de folie, qui fait que, on y va sans trop d'explications, sans trop de raisons, tu vois. Je vais là-dedans, quoi. Voilà, j'ai pas forcément de raison particulière, mais je sais que ça m'appelle et je sais que j'y vais. Mais quand on a tout ça, finalement, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Ce qui est marrant, c'est ta question sur les amis, du coup, sur l'entourage. Quand Xavier, du coup, en parle autour de lui, les gens ils disent ah mais ta femme elle est pas déjà photographe? Et ça, c'est drôle comme retour. Ah ouais, c'est super fort, ça. C'est-à-dire que finalement, ouais, tu as... dans l'esprit des gens, tu passes d'abord pour une photographe que pour une assistante et directrice. Donc ça veut tout dire. Où est-ce que, Marie, où est-ce qu'on peut suivre ton travail, justement, de photographe? Donc sur Instagram, donc c'est Marie Harry, tu peux nous rappeler peut-être le profil? Marie Harry 93. 93 représente. Dans ton site internet, on l'a dit tout à l'heure, marieharry.com. Écoute Marie, je te souhaite vraiment le meilleur. Ça va être formidable, ça va être une sacrée aventure. Donc je sais pas que je te souhaite, je sais que tu vas y arriver parce que tu as tout pour y arriver et donc ça va être formidable. Merci beaucoup pour cette heure qu'on a passée ensemble. Au revoir, merci. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. S'il vous a plu, justement, eh bien vous pouvez, si le cœur vous en dit, le partager par mail, c'est aussi une très bonne façon, sur Facebook, sur Instagram, comme vous voulez. Mais si vous connaissez quelqu'un qui peut être intéressé par tout le contenu de ce podcast-là, par cet épisode-là en particulier, eh bien n'hésitez pas à le partager. Merci et au prochain épisode.